Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Joyeux Noël. Comment allez-vous? Nous sommes le samedi 25 décembre 2010. Encore une semaine de cette année. David Abbassi avec vous comme toujours, comme tous les derniers samedis de chaque mois. J'ai le plaisir de partager avec vous mon Noël, mon fête de Noël. On va le fêter ensemble, on va le finir ensemble, le Noël, voilà. Il reste encore une heure de 25 décembre. Joyeux Noël. Je vous embrasse toutes et tous. Ravi d'être avec vous. Ravi d'être avec Radio ici maintenant, avec mon ami Didier Doplèche. Depuis, moi, vous savez, depuis 25 ans, 26 ans, un quart de siècle que je suis avec Didier, un ami, que je l'aime comme un frère, on peut dire, comme un maître. De Didier, nous avons appris énormément de choses. Alors ce soir, encore une fois, je vais remercier Didier Doplèche pour tout ce qu'il nous a appris, à nous et à beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Didier, c'était un maître pour plusieurs personnes que même pas peut-être une fois Didier il ne les a pas vus ni entendus. Bien sûr, ici et maintenant, dans la radio, déjà, plusieurs animateurs, plusieurs centaines, on peut dire, depuis la création à ce jour, et toujours des animateurs de qualité, des gens qui vous donnent des choses que vous avez besoin. Aujourd'hui, moi-même, sachez bien, mes chers amis, que toujours j'écoute mon radio ici maintenant, grâce à Didier Doplèche. N'importe quand que vous êtes branché sur cette radio, n'importe quel animateur qui anime une émission, c'est riche. C'est très très riche. Ça vous donne des choses que vous ne voyez jamais nulle part. Alors permettez-moi ce soir de féliciter encore une fois pour la réussite de mon ami Didier Doplèche et de votre fidélité à vous depuis plus de 30 ans déjà, radio ici maintenant. Et bien sûr, c'est grâce à vous. Nous sommes là pour vous et grâce à vous. On vous remercie de rester fidèle à votre radio. Joyeux Noël, restez avec nous. Je suis très content de partager avec vous Noël de cette année encore. Ici et maintenant, 24h/24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com, Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24h/24, sur Internet, ici et maintenant.com. Ici et maintenant, 24h/24, sur Internet, ici et maintenant.com. Alors, comme vous savez, il y a énormément de choses qui passent dans le monde, surtout Noël, les attentats, la neige, les problèmes.
et les problèmes des voyageurs. Et bien sûr, le kamikaze d'aujourd'hui à Pakistan, une femme voilée avec Poulka qui a tué environ 40 personnes. La parole du pape. Le pape était inquiet aujourd'hui. Il a prié pour la paix et pour la sauvegarde des chrétiens qui sont persécutés tous les jours partout dans le monde, surtout dans les pays musulmans. C'est-à-dire le plus important parole du pape aujourd'hui, ça concernait quoi? Ça concernait ça et la vie des chrétiens dans les pays musulmans, mes chers amis. Avant de vous donner la parole ce soir, je veux vous donner la parole plus que jamais, n'est-ce pas? Mais avant, permettez-moi de vous présenter M. Ahmad Ben-Nour, l'ancien conseiller de Habib Bourguiba, qui va être mon invité au départ de notre émission, une grande personnalité tunisienne qui vit à Paris, bien sûr, mais c'est un grand conseiller et collaborateur de Habib Bourguiba. Il était ministère de l'Intérieur, gouvernant au service de renseignement. Il était il était patron de service de renseignement de Habib Bourguiba. C'est quelqu'un qui connaît bien Monsieur Ben Ali. Il connaît bien Monsieur Ben Ali. C'est un jeune garçon quand il l'avait rencontré à l'époque. Alors, Ahmad Ben-Nour est notre invité ce soir. On va l'écouter et après, bien sûr, tout de suite, je vous donnerai la parole, mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 de FM, mes chers amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis. Nous sommes avec M. Ben-Nour, M. Ahmad Ben-Nour, une grande personnalité politique tunisienne. M. Ben-Nour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, on est diffusé, comme vous pouvez constater, sur le net dans le monde, grâce à mehtv.com et bien sûr sur Hotbird. Et après notre émission en personne de tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir M. Ahmad Ben-Nour aujourd'hui dans notre studio à Paris, mes chers amis. Et je veux vous informer que cette émission va être diffusée sur 95.2 FM, radio ici et maintenant également, n'est-ce pas, ici et maintenant, en plusieurs fois. Voilà. Monsieur Ben-Nour, déjà vous êtes en France depuis plusieurs années. Oui, ça fait 24 ans à peu près. 24 ans. Vous passez votre retraite ici, on peut dire. Voilà. Est-ce que cette retraite, c'était volontaire ou non? C'est-à-dire que j'aurais souhaité passer ma retraite en Tunisie. Oui. Après avoir travaillé difficilement en Tunisie, assumé des responsabilités très importantes, enfin sensibles, disons, sensibles, oui. J'aurais souhaité prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans oui. m'ont amené à préférer rester en France, le pays de la liberté. Voilà, pays de droit de l'homme, pays de la liberté. Parce que j'avais une devise personnelle, une devise qui m'est propre à moi. Oui. Votre dignité dans l'exil, c'est ça votre patrie. Et votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Ah, bravo, bravo. Très joli ça. C'est de vous ça? Enfin, c'est de moi, je l'ai aménagé, je l'ai entendu. Ah. Je l'ai aménagé. Votre dignité dans l'exil, c'est votre patrie. Et votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Bravo, très joli. Si j'étais rentré, je n'aurais pas trouvé de dignité. D'accord. Donc, ma patrie, c'est là où je trouve ma dignité, c'est en France. Bravo. Bon, je remercie beaucoup les autorités françaises de m'avoir facilité mon séjour et de m'avoir accepté, d'avoir eu la gentillesse de m'offrir leur hospitalité. Et ça, je serai redevable toute ma vie à l'égard des autorités françaises. Bravo. Et moi, vous, ça fait 24 ans que vous êtes en France, mais je crois que moi, je vous connais depuis 20 ans. 20 ans. 21, 22 ans même. Oui, oui. Je vous connais. Une personnalité pleine de charme et sagesse et culture. Et surtout, quand je parle avec des Tunisiens que je les connais, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, c'est vrai que Habib Bourguiba, il n'avait pas beaucoup de, on peut dire, des élèves, des militants, des collaborateurs comme vous. C'est-à-dire, les amis fidèles de Bourguiba, toujours quand on va parler, c'est Ahmad Ben-Nour.
Ah oui, oui, je sais, vraiment, il m'a donné sa confiance. Oui. J'ai assumé des responsabilités importantes avec lui. J'étais gouverneur, j'étais responsable des services de sécurité, j'avais la responsabilité de sa sécurité personnelle. Ah, personnel. Aussi. J'étais ambassadeur, j'étais vice-ministre de la Défense nationale, donc je vais occuper des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Bravo. Comment ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dont l'objectif, il n'a aucun autre objectif, c'est servir son pays. Et puis il m'a administré une leçon de modestie. Une leçon de modestie, parce que quand on le voit vivre, quand on le voit travailler, d'une modestie, d'un accès facile, d'un humanisme impressionnant. Et là, justement, c'est un homme qui m'a marqué, moi je l'appelle toujours, enfin, c'est mon père. C'est comme un père pour vous. Voilà, c'est un père spirituel. C'est mon père spirituel. Et je l'ai dit à plusieurs chefs d'État et tout ça, je lui dis, j'ai des relations avec lui de fils au père. De fils au père. Et puis c'est un homme d'une très grande culture. Je me rappellerai cette anecdote qui est maintenant importante pour vos téléspectateurs, Oui. pour vos auditeurs. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais considéré que le rideau de fer ou les pays de l'Est allaient durer. Ah bon? Il a toujours considéré qu'un jour, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Parce que c'est en dehors du temps. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Et un jour, on a reçu le vice-ministre soviétique. C'était qui? C'était l'amiral Gorchkov. D'accord. L'amiral Gorchkov, qui était vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de la Marine. C'est un spécialiste des droits de la mer, du droit de la mer. Et il était content, M. Gorchkov, de rencontrer Bourguiba. Et alors Bourguiba, il y avait le traducteur. J'étais présent, il était l'ambassadeur de l'Union soviétique. Il me dit, Monsieur le Président, je vous transmets les amitiés de votre grand ami, le camarade de Brejnev. Il lui a dit, d'abord, c'est pas mon ami. Il a dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon, il lui a dit, il a voulu faire un peu d'esprit, M. Gorchkov, l'amiral Gorchkov, qui était très sympathique. Il est à Paris, Gorchkov, actuellement, non? Non, C'est Gorchkov. il doit être à la André retraite, Gorchkov. lui. Ah. Ça, c'était l'année 77. Ah, d'accord, 77. 77. C'est Donc- Gorchkov, c'était à l'époque de Gorbatchev. Oui, oui. Gorbatchev. Non, ça, c'est à l'époque Je de le connais. Brejnev. Et c'est lui qui a pris la marine, après la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a reconstruite. Et qui a fait sortir les bateaux soviétiques des mers froides vers les mers chaudes, notamment en Méditerranée. C'est lui qui était le père de cette stratégie de pénétration dans les mers chaudes. Bravo. Donc, Alors, il a dit qu'il n'est pas mon ami. Voilà, mon ami. Bon. Et alors, on était un peu... Ça a jeté un froid dans l'assistance. Et lui, il a continué, l'amiral Gorchkov, il a continué. À l'époque, chez nous, le mois de mars, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et quand il ne pleut pas en mars, en avril, ça annonce une mauvaise récolte. C'est ça. Et en 77, il n'a pas plu en mars. Et nous étions inquiets pour la récolte de blé. Parce qu'en Tunisie, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. Ah, d'accord. Ouais, gouverner, c'est pleuvoir. Et alors, donc l'amiral Gorchkov lui dit, Monsieur le Président, je peux vous assurer que le camarade Brejnev m'a chargé de vous dire qu'il est prêt à coopérer avec vous jusqu'où vous voulez. Mais une chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est vous donner la pluie. Et Bourguiba lui a donné cette réponse cinglante. Amiral, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Vous me démontrez par là qu'il y a une limite à la force. Tant mieux pour vous, pour nous et pour la paix dans le monde. Ah, bravo. Du coup, l'amiral Gorchkov s'est assis. Il n'a plus dit un mot pendant 5 minutes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ça démontre par là qu'il y a une limite à la puissance. Tant mieux pour vous, pour nous. Il y a une limite pour la dans- puissance. Pour la paix dans le monde. Et tant mieux pour la paix dans le monde. Alors, il n'était pas ami avec les soviétiques. Il n'était pas ami, non, il n'était pas ami, non. Mais pourtant, Il il était croyait- socialiste.
Bourguiba était socialiste? Non, c'était un libéral. Votre parti socialiste, c'était quoi? Vous étiez lié dans le parti socialiste tunisien? On a appelé socialiste, mais c'était Bourguiba malgré lui. C'était parti de Bourguiba? Bourguiba, oui, mais parce que Bourguiba, c'est un libéral. C'est un libéral des années 30, c'est un radical socialiste. C'est pas le socialiste marxiste, pas du tout, il est contre tout ça. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, les années 60, quand il a adopté la planification et l'économie socialiste, tous les pays étaient socialistes. Sénégal, c'était socialisme. En Nasser, c'était un socialiste. Mais socialiste lié à l'Union soviétique. Ah non, lui, il n'était pas lié. Lui, mais il a dit on avait des rapports de respect mutuel, de coopération, mais on n'avait pas de liens très chaleureux. Il n'y avait pas beaucoup de liens chaleureux. Les rapports de Bourguiba croyaient beaucoup dans l'Occident, l'Amérique et l'Europe, et notamment la France. Il avait de bonnes relations avec la France. Il a toujours investi, il s'est toujours arrangé pour avoir d'excellents rapports avec la France. Et surtout, ça a été difficile le lendemain de l'indépendance parce qu'on avait encore les troupes françaises qui étaient en... Mes chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant, je suis avec M. Ahmed Ben Nour, l'homme d'État tunisien. Vous, M. Ahmed Ben Nour, comment vous avez rencontré pour la première fois Habib Bourguiba? Votre première rencontre? Ah oui, c'est quand même... merci d'avoir posé cette question parce que c'est encore un souvenir. Voilà. Voilà. Un jour, j'étais au parti, j'étais responsable de la jeunesse. D'accord. Parti socialiste. 65. Vous avez quel âge en 65? J'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Et on avait un séminaire organisé en Tunisie en été auquel participaient les jeunes sociaux-démocrates européens. Des partis socialistes européens. D'accord. Il y avait le portugais, il y avait le Portugal, il y avait l'espagnol, González, qui devenait González. Premier ministre. Il y avait Craxi, qui est devenu... Mario Soares était là, Mario Soares, oui. Portugal. Il y avait également Craxi, qui était devenu par la suite, Bettino Craxi, devenu Premier ministre de l'Italie pendant 5 ans. Donc on avait une réunion à Tunis sur les socialistes, démocrates, tout ça. Et Bourguiba a entendu à la radio qu'il y avait une conférence, une réunion des jeunes socialistes. Il a téléphoné au directeur du parti. Il a dit, mais moi, pourquoi je veux recevoir ces jeunes, moi. Ah, vous étiez combien? Ils étaient combien? Ouf, une trentaine. Ah, une trentaine, d'accord. Oui, pourquoi ils ne viennent pas me voir? Il a dit, le directeur du parti lui a dit, pas de problème. Moi, j'étais avec eux, on était à Monastir, à sa ville natale. C'est là où il prend ses vacances, en août, en juillet. Et j'étais avec la délégation. 65. J'étais en train avec la délégation, en train d'attendre pour qu'ils nous reçoivent. Et quelqu'un vient du protocole, me dit, c'est vous, M. Benoît? Je lui dis, oui, c'est moi. Le président veut vous voir, vous, en tête à tête, vous d'abord. Vous étiez responsable du groupe, de séminaire. Je monte, il était en pleine forme en 65. Il était bronzé, les yeux bleus, pleine forme. Assieds-toi, il m'a dit. Tu as fait des études où, toi? Je lui ai dit, tel lycée, tout ça, la faculté de droit. Tu viens d'où? Je lui ai dit, tu viens de Sud, tunisien. Et tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es militant au parti? Il m'a mitraillé de questions. Ah, d'accord. Je vous assure. Une centaine de questions. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ils sont venus me voir, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent, la Tunisie? Qu'est-ce qu'ils ont visité? Il a voulu me cuisiner. Il a voulu savoir ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, comment je réagis, comment je réponds aux questions, pour voir un peu mon degré de solidité et de vigilance. Et moi, je suis rentré, je suis sorti très inquiet. Je dis, qu'est-ce qu'il a dû entendre quelque chose contre nous? Toutes les questions, ça vous a douté. Voilà. Finalement, le lendemain, il y a eu une réunion du Conseil des ministres. Il vous a reçu en totalité ou non? Et si, il a reçu. Il est venu voir un grand discours. Il s'est attardé, il nous a tenu à déjeuner, tout ça. Oh là là, il était toute l'après-midi avec nous, avec les jeunes. Et alors, le lendemain, il y avait un conseil des ministres. Un ami qui était ministre a assisté. Il a dit alors, mais hier, j'ai reçu un jeune Tunisien. Oh, magnifique, M. Benour, ça. C'est un bon gouverneur, futur gouverneur. Futur gouverneur? Oui, j'aime avoir des dizaines comme ça. Ah. Je demande à tous les ministres de prendre dans leur cabinet des dizaines chaque année pour les former. Je veux voir des jeunes comme ça, bien habillés, bien mis, parlant bien,
du sud, du nord, tout ça. C'est ça la vraie Tunisie, c'est l'espoir de la Tunisie. Bravo, bravo. Et c'est comme ça qu'ils détectent les gens. Ah, Depuis, je suis sous surveillance. ah, Depuis, il me suit. Là où je suis nommé, tout ça, il suit un peu tout ce que je fais. Jusqu'au moment où je suis devenu vice-ministre de la Défense, tout ça. Donc, quelqu'un qui cherche et qui détecte les cadres. Et contrairement à ce que véhiculent certains charlatans et certains politiciens, il ne pense pas toujours, il pense pas aux gens de son village. Il est heureux de trouver quelqu'un du sud ou quelqu'un du nord, parce que lui il considère que si au pouvoir tout le monde est réuni, la Tunisie ne connaîtra pas de guerre civile. Il a toujours peur que la Tunisie tombe dans les divisions. Les divisions qu'a connues la Tunisie auparavant. bien sûr. Auparavant, la division, la guerre civile et tout ça. Donc il a toujours peur de ça. Donc il a toujours veillé à ce que dans le gouvernement, dans les instances du parti, que le pays soit bien représenté. Et que les meilleurs Prennent place. prennent place. Alors, après cette délégation que vous le présidez, et après votre rencontre avec Bourguibé, le premier poste que vous avez eu, c'était quoi? Ah, le premier poste, c'était le poste important, c'était le directeur des services de sécurité. C'est-à-dire, combien de temps après 65? 2 ans après. Ah, 2 ans après. 2 ans après. Ça, c'était décidé par Bourguibé Pas lui-même. Bourguiba, oui, c'est décidé. Parce que surtout, on a eu le 5 juin 67, on a eu des manifestations en Tunisie, une fois qu'il y a eu la guerre des 6 jours, et Nasser, et le gouvernement, Nasser s'est effondré, l'Égypte s'est effondrée, des manifestations dans la rue en Tunisie, des déceptions, des Tunisiens. Parce que les Tunisiens considéraient qu'avec Nasser, on allait gagner la guerre. Oui. On a perdu. Et alors, donc, c'est devenu, en Tunisie, une situation impossible. Il a changé toute l'équipe au ministère de l'Intérieur. Et j'étais nommé directeur des services de sécurité. Sécurité de pays ou sécurité de président? Non, du pays. Ah, c'était patron de service de renseignement? Voilà, service de renseignement, contre-espionnage. contre-espionnage et tout ça. Donc, À l'âge de 27 ans. oui, j'avais 27 ans, 28 ans. C'était bien, non? Oui, oui. Quelle Mais confiance! c'était une aventure. Ah oui, Une aventure à laquelle je n'étais pas prêt. quelle confiance! Oui. Mais alors, par la suite, on était en pleine expérience socialiste. Et moi, je n'étais pas socialiste. J'appartenais à une famille modeste, mais pour moi, ce qu'on appliquait, ce n'était pas la politique socialiste. Je voyais, C'était Poupler plutôt. voilà, je voyais, puis les gens, les peuples tunisiens étaient mécontents. N'étaient pas heureux du tout avec cette politique. Ben, ça, finalement, avec des problèmes avec le ministre de l'économie et des finances, qui ne voulait pas qu'on transmette les rapports à Bourguiba, Bourguiba nous a mis en prison. Ah bon? Ah oui, j'ai fait 6 mois de prison. Et quelle année? 69. Ah bon? Oui. Même 2 ans après que... Oui, 2 ans après, pour lui. C'était quoi votre poste C'était directeur de service. Vous étiez directeur de service? Oui, il a dit, non, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas. Je vous ai nommé pour travailler, pas pour créer des problèmes avec le ministre de l'économie. Ah, d'accord. Voilà, il n'aime pas ça. Mais par la suite, Et vous avez combien de temps en prison? 6 mois. 6 mois. Mais je suis sorti sans jugement. Mais par la suite, quand il m'a nommé comme gouverneur. Ah bon? Oui. Mais tout de suite après, il vous Là, a... 3 ans après, j'étais gouverneur. Comment ça se fait qu'il vous a pardonné Il m'a présenté ses excuses. Ah bon? Il m'a dit, je vous ai mis en prison injustement. On m'a induit en erreur. Je te présente mes excuses, je vous assure. C'est formidable. Ah, c'était mal informé, on peut dire. Voilà. C'était la jalousie, non? La jalousie un peu, vous savez, le pays. Et puis lui. Mais c'est un grand monsieur, là. Voilà. Quand il présente ses excuses. Habib Bourguibé, qui présente ses excuses, c'est énorme. extraordinaire. Nous sommes avec M. Ahmed Bennour, il a cherché Tunisie, Stanisson Vazir, l'histoire de l'Amnia, poste Jali Dachlan. M. Bennour, c'est un ami. J'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui, ici maintenant, mes chers amis. Ça, c'était extraordinaire. extraordinaire. Lui, Parce il que présente voilà, ses excuses voilà. à un jeune de 27 ans. Voilà l'explication pour lui, voilà. C'est-à-dire que lui, il a engagé le pays dans une expérience socialiste. Bien. Il sait qu'il y a des défauts, des problèmes, mais il ne veut pas donner un prétexte au ministre qui a en charge l'application du programme
de dire, moi, j'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Ah, voilà. Moi, tu veux faire du Raisonnable. socialisme. Montre-moi que tu es capable de réussir. Montre-moi qu'on peut réussir ce socialisme. Parce que lui n'était pas convaincu beaucoup. Ah, il n'était pas convaincant. Pas trop. Mais, bon, tout le monde est socialiste. Je suis socialiste. Allons-y. Pouvons réussir. Allons à la réussite. Il ne veut pas donner une raison au ministre pour dire, moi, j'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Voilà. Mais même les gens que j'aime bien et avec lesquels tu t'entends pas, moi, je les mets en prison. Ouais. Pourvu que tu réussisses. Ah, Et avec ça, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'il l'a enlevé. ah, il a enlevé. C'était qui? C'était Ben Salah. C'est ça. Alors, vous étiez presque un enfant, fils de Bourguiba, mais après vous, il y a Zainul Abidine Ben Ali. Comment lui, il s'approchait à Bourguiba? C'est-à-dire que... Parce qu'il était son ministre de l'Intérieur. Oh oui, en 86, mais 30 ans après l'indépendance. Ouais. 30 ans après l'indépendance. Il y a eu péripéties. Lui, il était directeur de la sécurité militaire. Ah d'accord, directeur de Ah, sécurité non, militaire, non, oui. directeur de sécurité C'est un militaire alors. C'est un militaire, lui. C'est un Ouais. militaire. Et moi, je l'ai connu quand j'étais vice-ministre de la Défense. Ah, Je l'ai d'accord. connu comme directeur de la sécurité militaire. D'accord. Et... Vous avez eu des différences? Nous sommes avec M. Ahmed Ben. Ah d'accord. j'ai compris qu'il allait... J'ai alerté. Ah, vous avez alerté? Ah, oui, j'ai alerté. Et puis... Par écrit? Non, pas par écrit, mais ça ne se fait pas par écrit, ça. Personnellement, vous avez dit à Bourguiba? Pas à Bourguiba, mais à son entourage. J'ai alerté. Alors? Et alors, justement, il a profité des difficultés dans l'équipe de Bourguiba. Parce qu'il y a toujours une équipe autour du président, dans chaque président. Exactement. Et puis des différends. Au lieu de penser à l'essentiel, ils se bagarrent, ils se querellent. Qui va remplacer Bourguiba? Et lui, il a joué là-dessus. Il a profité un peu. Il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme toujours, non? Non, Ah, pas sa c'est une femme. amie? C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte maintenant. Ah, elle est morte, Elle est d'accord. morte maintenant. Lui, Ben Ali, a toujours manipulé sa nièce pour qu'elle transmette des renseignements encourageants à Bourguiba sur Ben Ali. D'accord. Et c'est comme ça que... C'était la fille de son fils ou la fille? La fille de... La nièce de Bourguiba, c'est une femme qui était âgée à l'époque. Elle avait 70 ans. Oh là là. Oui, parce que lui, il est vieux, Bourguiba. Bourguiba, quand il a quitté le pouvoir en 87, il avait 85 ans. Donc c'est déjà... Elle avait 65 ans minimum. Donc c'est elle. Il a manipulé la nièce. Comment elle s'appelait cette nièce? Saïda Sassi. Saïda Sassi. Alors, ça, c'est le mentor de Zainul Abidine Ben Ali. Voilà. Il a utilisé cette femme jusqu'au bout pour arriver au pouvoir. Et donc sa femme, c'est Bourguiba à la fin, comme tous les grands chefs, comme Tito, comme tout ça, s'est bagarré avec sa femme. Ah bon? Oui, il a divorcé. Comme Tito. Tito a divorcé avec sa femme. Il a renvoyé sa femme, Tito. C'est malheureusement, c'est comme ça. Jouan-Lai, la même chose. Pas Jouan-Lai. Mao Tse-tung, la même chose. Vous vous rappelez? Oui. Les épisodes se répètent. Les gens ne tirent jamais les conclusions de l'histoire. Jamais. Et Bourguiba a toujours fait, il a dit deux choses dans sa vie. Je ne serai jamais président à vie, et quand il a vieilli, il est tombé dans ce défaut. Il est devenu président à vie. Deuxièmement, il a dit, il a toujours fait pour que les militaires soient en dehors de la politique. Et il nomme un militaire Premier ministre. Ah, il a mis Ben Ali Premier ministre. Ouais. Après ça, il a pris la place. 17 jours après, le coup d'État a eu lieu. C'est tout. 17 jours Ah, après, il avait le soutien de l'armée et tout ça, alors. Puisqu'il était directeur de... Non, l'armée, c'est une grande muette. On n'a pas d'armée. Ce n'est pas comme en Algérie, l'armée Non, tunisienne. rien à voir. Non. L'armée, c'est l'armée classique. L'armée classique qui n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est... Bourguiba a veillé pendant 30 ans à ce que l'armée soit en dehors De politique. de la politique. Elle n'a rien à faire avec la politique. L'armée tunisienne n'a rien à faire avec la politique. L'Algérie, elle gère le pays. C'est elle qui nomme le président. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est le système. C'est un autre système. D'ailleurs, qui n'existe nulle part ailleurs. Même pas en Russie. En Russie, c'est le parti. C'est vrai. En Russie, c'est le parti. Un peu l'Égypte maintenant. L'Égypte, parce que l'armée qui a fait le coup d'État en 1952 a un droit de chapitre sur la politique et sur les nominations et tout ça.
Mais en Tunisie, non, jamais. Et comment vous, M. Ahmed Bennour, vous voyez la situation politique d'aujourd'hui de votre pays avec Zine el-Abidine Ben Ali? C'est-à-dire, maintenant, voilà, si vous prenez la déclaration du 7 novembre, il a promis la démocratie, le multipartisme, le respect des droits de l'homme, rien de toutes ces promesses n'a été respecté. C'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial. Là, les gens étouffent à l'intérieur du pays, les libertés sont menacées. Tous les jours, il y a des procès, tous les jours, il y a des journaux suspendus, il n'y a plus de journaux libres. Combien de journaux il y en a? Un seul journal est indépendant. Un seul journal. Un seul ou deux journaux, disons deux, si on veut être gentil, deux. Et tous les autres journaux, parce qu'ils utilisent maintenant l'argent, toute la publicité, même privée, est gérée par un organisme de l'État. Si vous êtes gentil avec l'État, vous ne critiquez pas, on vous donne la publicité. Sinon, on ne vous donne pas. Et les journalistes sont tabassés, tout ça, tous les jours. Les rapports des droits de l'homme, les rapports de la Fédération internationale, les rapports d'Amnesty, les rapports des droits de l'homme arabe sont absolument fréquents, quotidiens, presque quotidiens, pour dénoncer Watch, l'organisation américaine des droits de l'homme. Donc tout ça montre que... Pardon. Merci. Montre que la Tunisie maintenant vit une dictature féroce. C'est un désastre. Mais il n'y a pas d'opposition forte. Si, il y a une opposition, mais vous savez, est-ce qu'il y avait une opposition du temps des pays de l'Est? Il n'y avait pas. Parce que le régime était fort. Les écoutes téléphoniques, les arrestations, les disparitions. Nous avons, vous savez, les gens sont pauvres, donc ils travaillent pour venir aux besoins. Un professeur, qu'est-ce qu'il gagne? 500, c'est l'équivalent de 400 € ou 350 €. Alors, il travaille pour payer son loyer, pour payer ses enfants. Il n'a même pas le temps. Il y en a plusieurs partis actuellement. Oui, mais tous... Tout ça, c'est sur l'ordre de... Ce sont des partis de décorum, de décor démocratique, qu'il a créé, lui, pour pouvoir montrer qu'il y a une démocratie. Mais le président l'a vu aussi, hein? Non, il n'est pas... Mais elle est de fait. Elle est de fait. Ça fait combien de... Ça fait maintenant... ça fait depuis 87, ça fait quand même 23 ans qu'il est là. Tous les 4 ans, c'est... Tous les 4 ans, il va se présenter en 2014. C'était qui son concurrent récemment? Il n'y a pas de concurrent. C'est lui qui l'a choisi. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, eux, ils disent à leurs militants, à la télévision, votez pour M. Ben Ali. Le gars, il dit ça. C'est une comédie. C'est une comédie malheureuse. C'est une comédie triste. Est-ce que l'islam est fort actuellement dans le pays ou non? L'islam politique. Moi, d'après mon analyse, après ce que j'entends, l'islam politique n'est pas très fort. Par contre, l'islamisme en tant que mouvement idéologique islamiste existe. C'est-à-dire l'islam qui va prendre le pouvoir. Pas politique. Il ne va pas prendre le pouvoir, cet islam? On ne sait pas. Parce qu'il y a des élections libres, peut-être. Il y a des élections. Parce que s'il va prendre le pouvoir, c'est politique. Ouais. Est-ce que l'islam peut être politique ou non? Moi, je ne pense pas. Puisque vous êtes un enfant de Bourguiba, on peut dire. Vous êtes laïque. Mais vous pensez que cette pensée est très forte dans le pays ou non? Parce que par rapport de la Maroc, Algérie et la Libye, nous pouvons constater que la Tunisie, le peuple est plus laïque que les autres pays. Oui. Moi, je pense que... C'est grâce à Bourguiba? Grâce à Bourguiba, grâce à l'évolution aussi. À 3500 ans de civilisation. Puis l'évolution de la société, tout ça. Aussi l'éducation. Parce que Bourguiba a beaucoup investi dans l'éducation. La formation des jeunes, l'université. Ils ont fait de telle sorte que les gens, quand même, ont considéré que l'islam, c'est une bonne chose, mais elle n'a rien à faire avec la politique. La religion. Et il faisait ses prières, Bourguiba, non? Non. Il n'était pas un démagogue Non, pas du pour tout. le montrer qu'il est musulman. Il assistait à la mosquée le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, de manifestations très rares, religieuses, il assistait. Mais il ne faisait pas de démagogie. Ben Ali fait la même chose ou non? Il fait la même chose. On ne le voit pas qu'il est en train de faire les prières et tout ça. Non. Mais je dis qu'il était allé à la Mecque, hein? Il a été à la Mecque. Bourguiba aussi, il a été à la Mecque. Bourguiba aussi, il a été. À la Mecque. Ça, c'est un... C'est cinéma aussi. Pour Bourguiba, oui.
D'accord. Pour Bourguiba, oui. Pour Ben Ali, je ne sais pas s'il croit ou ne croit pas. On ne sait pas ce qu'il pense. Quelle est la relation d'actuel président avec les islamistes en Iran, en Tunisie? Elle n'est pas très... Avec le mosquée, soi-disant. Le mosquée, ils sont sous contrôle. Sous contrôle de l'État. Ah, de l'État, sous contrôle. Par exemple, les mosquées sont fermées. C'est fermé. C'est fermé. Seulement en eau pour faire les prières. Pour les faire les prières. Et entre les prières, elles sont fermées. Les imams sont nommés. Ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des salaires. D'accord. Même la prêche du vendredi, on leur donne des textes préparés par écrit. Tout le monde va lire la même chose. La même chose. Ou à la fin, on fait l'éloge de M. Ben Ali. On lui souhaite longue vie. Longue vie. Voilà. Tout ça, c'est du Coran. D'accord. Ouais. Alors, la Tunisie. Je crains fort que cette situation ne perdure et qu'elle arrive à une explosion générale. Quand? On ne sait jamais. La pauvreté est présente? La pauvreté est très présente. Très présente. Très présente. Nous avons quand même pas mal de gens qui sont au-dessous de seuil de la pauvreté. Ah bon? Dans les villages ou dans les villes aussi? Dans les villes, dans les villages. Il y a une partie de la Tunisie qui est développée et le reste... C'est quelle partie qui est développée? La côte. D'accord. Touristique. Un peu. Ah, côte touristique. Côte touristique. Et le reste, l'arrière-pays, c'est ce qu'on me dit. Hein, Mais ça fait 24 ans que vous n'étiez pas retourné? Moi, je ne suis pas 24 ans, ça fait 24 ans. 24 ans que je ne suis pas retourné en Tunisie. On ne vous a pas invité? Pas encore. Ben Ali n'a pas essayé de vous inviter de retourner? Non, pas encore. Il ne cherche pas ça. Vous n'êtes pas un opposant quand même. Vous êtes un opposant d'origine? Bien sûr. Vous représentez un parti politique, une idéologie? Je n'ai pas un parti politique, mais je représente quand même les sensibilités politiques, les anciens bourguibistes. Personnels? Les anciens bourguibistes. Pas organisés? Pas organisés, les anciens du parti aussi. D'accord. La sensibilité un peu des militants, la sensibilité laïque, mais qui quand même qui considère que la Tunisie peut être un modèle et un contre-modèle. On ne peut pas présenter un modèle uniquement de dictature, d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça. Et surtout alors la corruption. La corruption qui a sévi depuis 23 ans, qui est en train de sévir. Ça existe, la corruption. Et surtout celle de sa famille, à lui. Sa famille, quand vous dites, ce sont les tribus de Ben Ali ou sa famille, son frère? Ses frères et sœurs. Ils sont combien? Oh, ils sont plusieurs. Plus ceux de sa femme. L'entourage de sa femme. Ils sont des dizaines. À vouloir maintenant, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas, ils s'arrogent des privilèges. Il y a pas mal de terrains qui sont en principe zones non édifiables, non édificantes, et qui sont déclassés pour qu'ils puissent les vendre à des pays faramineux. Ah bon? Oui, mais maintenant ils contrôlent les banques, ils contrôlent le transport, ils contrôlent les voitures, ils contrôlent tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est à la main du président? Oui. De sa famille. De sa famille. De sa famille. C'est dramatique. Parmi les ministres aussi, il y a des gens de sa famille? Il y en avait, mais je ne sais pas maintenant, le gouvernement actuel, je n'ai pas suivi, mais il y en avait toujours eu des gens de sa famille. Combien de ministres vous avez? Une trentaine. Une trentaine avec un premier ministre. C'est ça. Mais qui, lui, le premier, s'occupe essentiellement des problèmes économiques, financiers. Il ne s'occupe pas de politique. Il n'a aucune influence sur les affaires étrangères, ni sur la défense, ni sur l'intérieur. Ça, c'est le domaine réservé de Ben Ali. Et il a de bonnes relations avec le monde entier. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui est actuellement contre Zine el-Abidine Ben Ali ou la Tunisie. La Tunisie, d'abord, la voie a été tracée par Bourguiba. Ouais. La voie, il y avait un capital. Parce que ça aussi, ça aide de temps en temps pour encourager les opposants. Voilà, c'était notre petite émission avec Monsieur Bennour. Mes chers amis, vous écoutez Radio ici maintenant, mais quand même, je vais laisser qu'il lui dit au revoir, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous écoutez Radio ici maintenant sur 95 de FM, et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Ahmad Bennour, conseiller de Habib Bourguibex,
président de Tunisie, fondateur de la République de Tunisie, Monsieur Ahmed Bennour, qui vit à Paris depuis déjà 25 ans. Il était un conseiller, un gouvernant et bien sûr patron des services de renseignement tunisiens. Voilà. Et n'oubliez pas que justement, juste tout à l'heure, après, vous avez la parole, je vais vous laisser à vous exprimer sur plusieurs sujets qui peuvent être intéressants pour vous, mes chers amis. Laïque, mais qui, quand même, qui considère que la Tunisie peut être un modèle et un contre-modèle. Mais on ne peut pas présenter un modèle uniquement de dictature, d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça, et surtout alors la corruption. A été tracé par Bourguiba. Ouais. Il y avait un capital. Parce que ça aussi, ça aide de temps en temps pour encourager les opposants. Mais puisqu'il n'y a pas de pays le problème, contre lui... Oui, mais le problème, c'est que, vous voyez l'Algérie, quand on s'est tué sur ce qui s'est passé en Algérie du temps de Boumedienne, et ensuite il y a l'explosion. C'est ce qui a débouché sur une guerre civile. Pour attirer l'attention des autorités sur les atteintes aux droits de l'homme. Si les pays amis, qui se considèrent amis de la Tunisie maintenant, font un petit effort pour dire à M. Ben Ali, ça suffit, fait évoluer le système. Mais il a peur des islamistes, il dit qu'il a peur des islamistes. Mais il n'y a pas que les islamistes. Il a peur que la Tunisie devienne une autre république islamique. Mais ça c'est un fond de commerce qu'il a trouvé. Ça, c'est un prétexte pour ne pas faire évoluer la société. Quand les gens ne sont pas éduqués, est-ce qu'on peut donner la liberté? Si. Là, vous savez... Quand il ne connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Est-ce qu'on peut le donner? Le problème, pas de la liberté, au moins la liberté de vote. La liberté. Ah oui, quand il ne connaît pas les gens. Écoutez, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Au Bangladesh, on vote. En Inde, on vote. Il n'y a pas de contestation. Mais les gens, vous savez, ils prennent l'argent, ils votent. Mais non, ils prennent un sandwich après le vote. En Indonésie, on vote. Au Bénin, on vote. C'est ça le problème. Par exemple, le vote dans les pays tiers-monde, est-ce qu'il a la même valeur qu'on vote dans les pays d'Occident? Mais en tout cas, il n'y a pas de contestation. Au Sénégal, il y a des contestations? Il y a de l'argent au Sénégal? Non. Non, ça c'est un prétexte. Moi, je crois. Dans le bon sens. Ah oui, quand les gens ne sont pas éduqués, après c'est les autres qui peuvent investir, acheter les voix, les votes. Oui, mais vous voyez le Sénégal. Le Sénégal, Abdou Diouf était président, il perd les élections, et c'est son opposant qui arrive au pouvoir. Donc, quand même. Il y a un respect de la volonté populaire. On ne demande pas la démocratie comme en Europe ou en Amérique, mais au moins qu'on respecte le vote des citoyens. Ça fait quand même 50 ans que le pays est indépendant. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à faire de telle sorte qu'ils puissent voter, qu'ils connaissent M. Intel ou M. Y. Ça fait 50 ans. Bien sûr. Non. Il faut qu'on commence. Non, c'est pas normal. Et les gens, vous savez, moi j'ai exercé des gouverneurs. Les gens qui ne sont pas éduqués, tout ça, ils sont très malins et sont très rusés. Ils savent comment voter. Ils connaissent les gens. Vous étiez gouverneur via des élections ou désignations? Non, en Tunisie, les gouverneurs ne sont pas élus. Ah, c'est désigné. Ils sont désignés. Ce sont des administratifs. Ministère de l'Intérieur? C'est ça, ils sont désignés par le chef d'État. Le chef d'État. On est avec M. Ahmed Bennour, une grande personnalité tunisienne. M. Bennour, j'étais ravi de vous recevoir. Merci. Je souhaite que vous allez renouveler votre visite dans notre studio. Avec plaisir. Ici et maintenant. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la Tunisie. Ahlan salam. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler d'évoquer les problèmes de la Tunisie actuelle. Ahlan salam. Et je suis à votre disposition. Merci. Et vous êtes toujours le bienvenu. Avec plaisir. Quand vous avez des choses à dire, donnez-moi un coup de fil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Cette émission va être rediffusée sur... Voilà, mes chers amis, ça c'était M. Ahmed Bennour, conseiller de Habib Bourguiba, ex-président de la République de la Tunisie, patron des services de renseignement tunisien. Et maintenant, vous avez la parole. Vous savez, c'est Noël, c'est votre fête, c'est notre fête, c'est la fête du monde entier. Puisque vous savez, une grande partie du monde, il le fait au nom de la grande nuit, la longue nuit, Shab Yalda, Jashn Yalda, depuis 21 décembre, premier jour de l'hiver. Une fête, ça commence pendant 7 jours pour une grande
partie du monde. Et à partir de 25, c'est le 25, c'est fête de chrétienne, soi-disant fête de Noël. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Noël ou non. Vous connaissez l'histoire de Yalda, le rappeur qui a cette fête avec mitraïsme. Et bien sûr, l'histoire de Papa Noël, de Père Noël, Christmas en anglais, on dit. Ce soir, vous avez la parole. Et sur tout ce que vous voulez, vous pouvez parler, mes chers amis. Mais le sujet le plus important ce soir, c'est Noël, l'origine de Noël, le christianisme d'aujourd'hui et le danger qui existe pour ce christianisme d'aujourd'hui dans le pays, surtout musulman. Ce que Pape, aujourd'hui, il a parlé environ, on peut dire, dans 65 langues. Il a parlé dans 65 langues, et Pape, et il s'est exprimé, il a parlé de sa inquiétude concernant la vie des chrétiens dans le pays musulman. Il a souhaité la paix pour le monde entier et bien sûr pour les chrétiens dans le pays musulman, puisque vous savez, chaque année, il y a des victimes, des centaines de victimes de chrétiens dans le pays musulman. Alors, vous avez la parole, surtout l'attentat de Pakistan non plus, n'oubliez pas, aujourd'hui, la fête, c'était partout dans le monde, mais une femme voilée avec burqa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a explosé et il a tué. Elle a tué environ 40 à 50 personnes, mes chers amis. Vous avez la parole, comme d'habitude, sur 95 FM, en composant le 08 92 23 95 20. Je veux que vous commenciez tout de suite, si vous voulez, à intervenir, mes chers amis, et c'est avec grand plaisir. On va vous écouter. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com, Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Ici et maintenant.
Alors, nous avons Jérôme qui est là. Jérôme, bonsoir, joyeux Noël, Jérôme. Oui, bonsoir, joyeux Noël. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien. On vous écoute, Jérôme. Alors, ça va très bien, mais en fait, j'appelle pour un thème qui n'a rien à voir avec les thèmes que tu as proposé d'aborder. Mais je profite de t'avoir en ligne et que tu sois iranien, que tu maîtrises la langue du pays, pour poser une question qui va intéresser, je pense, beaucoup d'auditeurs. C'est l'affaire Sakineh. Ouais. C'est, alors pour les rares personnes qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire, en fait, c'est une femme iranienne dont l'Occident a dit qu'elle était accusée d'adultère dans son pays et qu'elle était condamnée à la lapidation. Et en fait, on a mobilisé l'opinion publique française pour sauver Sakineh, entre guillemets. Or, d'après un article du réseau Voltaire, d'après un voyage qu'aurait fait Dieudonné en Iran, en fait, la lapidation aurait été abolie en Iran depuis très longtemps. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu sais sur le sujet? Est-ce que la lapidation est légale en Iran ou est-ce qu'elle a été abolie depuis longtemps? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, ça c'est un mensonge. Il n'a pas été aboli en Iran. C'est pratiqué toujours, Jérôme. Deuxièmement, Dieudonné, c'est un militant de la révolution mondiale, on peut dire, y compris l'islamique, qu'il était bien reçu, bien sûr, au Liban par Hezbollah et en Iran aussi par Ahmadinejad. Ça, c'est autre chose. Mais l'histoire de Sakineh, ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Puisque c'est vrai, j'ai parlé dans mes émissions en iranien, en personne qui est diffusée dans le monde entier par satellite. Mais ici, je n'ai pas eu l'occasion d'y parler. Malheureusement, Jérôme, tu sais, ici maintenant, cette radio, il vous dit des choses que vous n'entendez jamais ailleurs. Tout à fait. Alors, ce soir également, sur Sakineh, pourquoi pas? Je vais vous donner des informations, peut-être, qu'une partie de mes informations, ça sera ce que tu as voulu entendre, voilà. Tout ça en Iran, actuellement, il y a plusieurs milliers de prisonniers politiques, et que je connais une centaine de ces gens-là, des personnalités, des écrivains, des journalistes, des avocats, des avocates, femmes et hommes, bien sûr, quand on dit avocats, qui sont en prison seulement puisqu'ils se sont exprimés, ils ont défendu la cause droit de l'homme, la liberté, égalité, fraternité, ils étaient contre le pouvoir totalitaire des ayatollahs, ils sont en prison. Ces gens-là, torturés, exécutés même, on n'entend de rien. Mais on parle de Madame Sakineh. Alors Sakineh, comme tu as dit, c'est vrai, il a fait l'adultère. En plus, on a assassiné son mari. C'est-à-dire son mari aussi était assassiné. C'est un procès qui doit aller devant les tribunaux. Si on n'a pas confiance en Iran, il faut le ramener ailleurs. Mais le service de renseignement iranien, Jérôme, il est tellement fort, malheureusement. Et nous sommes tellement imbéciles, moi quand je dis nous sommes, nous surtout, les Perses sont actuellement tombés jour après jour, et bien sûr de temps en temps l'Occident, dans le piège des ayatollahs, qu'ils ont un service de renseignement très intelligent. Cet service est très intelligent vraiment. Vous savez, par exemple, ici en Occident, Jérôme, tous les 4 ans, il y a un changement aux 5 ans de président de la République. Alors, de temps en temps, si c'est Bush 2 fois, Clinton 2 fois, Chirac 2 fois, Mitterrand 2 fois, mais à la fin, le président, il s'en va et un autre parti qui prend le pouvoir. Alors, en arrivant à notre président, tout le système presque va changer et les informations ne vont pas donner correctement à la personne qui va succéder, qui soit dans le ministère, qui soit dans le service de renseignement, qui soit dans le présidentiel, etc., etc. De temps en temps, les gens, ils s'en vont en prenant des cartons. Maintenant, s'il n'y a pas de carton, ils prennent les ordinateurs, ils vont. Mais en Iran, malheureusement, ça fait depuis 30 ans, depuis la révolution islamique d'Iran, il y a une personne qui est en tête de ce régime, même bien sûr à l'époque quand Khomeini aussi. Quand Khomeini aussi, il était vivant, cette personne-là que je vais nommer, je vous dis, c'est qui? C'est Ali Khamenei, le guide d'aujourd'hui. C'est lui qui gérait le pays avec Hashemi Rafsanjani.
ces deux personnes, depuis 32 ans, ils ont tout le pouvoir en Iran, et ils connaissent le monde entier. Il y avait des dizaines, des centaines de présidents de la République, des ministres qui sont venus, qui sont partis, mais ces deux personnes sont là, ils gèrent l'Iran, et avec un service de renseignement assez sophistiqué, et ils peuvent piéger même les Américains sur l'histoire d'Irak, et sur l'histoire d'Afghanistan. Au lieu d'attaquer l'Iran, ils disaient toujours qu'ils voulaient attaquer l'Iran, ils attaquent l'Afghanistan, après ils attaquent l'Irak, et beaucoup d'autres choses. Alors, sur l'histoire de Sakineh également, ils ont tombé, tout le monde. Moi, je vais remercier Carla Bruni, je vais remercier Sarkozy, je vais remercier tout le monde qui ont défendu la cause de Sakineh. Pourquoi? Puisque on doit empêcher d'exécuter une personne. Mais je vais vous dire, au lieu de faire toute cette propagande pour une personne qui a tué son mari, qui a fait l'adultère, bien sûr, je ne sais pas quoi, alors en même temps, défendez les autres prisonniers politiques qui sont en prison pour quoi? Pour droits de l'homme. Nous gérons des femmes avocates torturées en prison. Les avocates, c'est-à-dire les femmes avocates qui étaient allées défendre les prisonniers politiques, on les a arrêtés. Ils sont en prison. On n'en parle jamais. Mais de Sakineh, on a fait une énorme publicité. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, Jérôme. Voilà, écoutez bien. Pourquoi ils ont fait une énorme publicité sur Sakineh? Pour Ahmadinejad, au mois de septembre, quand il voulait aller à New York. Il voulait aller à New York, aux Nations Unies. Alors, après toute cette propagande, Larry King, c'est un grand présentateur des émissions sur CNN, il l'avait interviewé. Tu sais que Larry King, quand il interviewe quelqu'un, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Il doit payer plusieurs millions. En plus, moi, grâce à mes amis qui sont à Los Angeles, je sais comment ils ont arrangé cette coup avec Larry King, comment ils l'ont payé pour qu'il interviewe cette année, même toutes les années précédentes, Ahmadinejad. Alors, Ahmadinejad, quand il était interviewé, le gars, il pose la question sur Sakineh. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Jérôme? Non. Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait tous ces propagandes pour ce moment-là et pour cette réponse-là qu'Ahmadinejad va donner à Larry King. Puisque là, Larry King et le monde entier, ils ont oublié plusieurs centaines de grands prisonniers politiques, que je vais le nommer, Khairandish, Tabarzadi, Khaz Ali, Behrouz Javid Tehrani, plusieurs centaines de prisonniers politiques exécutés, torturés, toujours ici et maintenant en Iran, on avait tout oublié, on parlait de Sakineh. Et quand on a posé la question sur Sakineh, Ahmadinejad, qui c'est son service de renseignement, qui avait tout préparé, et il avait fait tomber dans son piège tout l'Occident aussi, quand on a parlé de Sakineh. Alors, il a dit, écoutez, monsieur, une personne, il a fait un adultère, et même il avait tué son mari, patati patata, et il était, c'est vrai, condamné à ça. Mais nous n'avons jamais exécuté ça, et nous n'allons jamais exécuter ça, monsieur. Mais par contre, permettez-moi de vous dire, ici aux États-Unis, vous avez exécuté telle année, 200 personnes, l'année précédente 40 personnes, cette année il y a 50 personnes dans le couloir de mort, et tous ces gens-là, ce sont les femmes qui ont tué leur mari. Chez vous en Amérique, on a en tout leur mari, vous-même vous les exécutez, vous-même vous les tuez, et même actuellement il y a 7 femmes qui voulaient les exécuter ici aux États-Unis, mais vous ne savez pas comment, avec chaise électrique, avec l'électricité, avec injection. Vous voyez, Jérôme, c'est-à-dire, il a fait Ahmadinejad ce cinéma-là, que même Larry King, le grand présentateur de télévision de CNN, Larry King, oh là 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 là, je ne sais pas si tu connais Larry King ou non, c'est quelqu'un Larry King. Même Larry King, il était collé à son chaise, il n'a pas pu rajouter un mot. Il a dit, ah oui, monsieur le président, c'était le monde entier. Il a dit, ah oui, il a raison. Là. Regarde, c'est les Américains qui sont des assassins, pas la République islamique d'Iran, pas Ahmadinejad. Pourquoi? Puisque le service de renseignement iranien, il est tellement fort qu'il avait tout préparé de créer de l'histoire de Sakineh une histoire internationale, très très chaude, qu'on oublie tous les prisonniers politiques, qu'Ahmadinejad profite le jour qu'il va faire l'interview avec Larry King, et même, moi, je ne vais pas aller si loin que ça, même, je vais te dire, Jérôme, quand Larry King il pose la question sur Sakineh, ça aussi c'était un coup préparé, pourquoi? Puisque cette interview, c'était payant.